Je salue en passant l'ambassadeur Baloumouene, mon grand frère, qui est notre ambassadeur en Chine. Nous échangeons régulièrement. Les Japonais ont colonisé les Chinois pendant 109 ans. 109 ans, un siècle, 109 ans. Il les bastonnait matin, midi, soir. Mais pendant 109 ans. Mais Mao Tse-tung est né. Et a libéré. Il a libéré ces Chinois-là sous les jougs japonais. Et je vais vous dire comment la Chine est devenue la Chine que nous adorons et admirons aujourd'hui. Parce que le 1er octobre 1949, Mao Tse-tung fait la marche rouge à Pékin. Son premier projet, c'est le collège des élèves et des étudiants pour le salut de la Chine. On trouve 2, 3, 4 Chinois en train de discuter sur une question qui n'a aucun rapport avec la Chine de demain. 6 mois de prison. 6 mois de prison. Quand je vois des petits magiciens devenus pasteurs ici, en train de jouer avec le peuple, sans penser à notre avenir, si j'étais décideur, je les amènerai tous à Ngenga pour aller prier là-bas. Je les amènerai tous à Ngenga. Parce que l'ennemi a plusieurs stratégies. La stratégie de distraire. La stratégie de distraire. Pour que vous oubliez ce que vous êtes en train de subir. Et il n'y a personne pour amener le peuple. Attention, qu'on ne nous distraille pas. Nous sommes en guerre. Mao a créé cette brigade-là. On te trouve au JB, au Fali, au Werasol, au 6 mois de prison. Tous les yeux braqués sur Bunagana. Quand est-ce qu'on va libérer Bunagana? C'est pour quand? Monsieur le Président, on libère Bunagana quand? Vous avez besoin de quoi? Vous manquez quoi? Vous avez besoin de quoi, Monsieur le Président, pour qu'on libère Bunagana? Qu'est-ce qui nous manque? Comment? Ces Burundais-là dont je vous parle, qui n'avaient pas accès dans l'école secondaire, les mêmes Tutsis-là ont osé toucher sur du sang sacré, Melchior Ndadaye. Si les Hutus se sont libérés aujourd'hui au Burundi, vous ne voyez pas? Dès que Kagame bouge un tout petit peu sur le Burundi, on ferme la frontière. Kanga! On va frayer notre chemin. Est-ce que vous savez maintenant que le Burundi est en train de placer un pont pour passer par Uvira, à Sangé, pour ne plus passer par le Rwanda? Ici, on nous rabat les oreilles, que nous sommes morts à 15 millions, on n'a jamais fermé la frontière. On n'a jamais rompu les relations diplomatiques. Dans quelle guerre nous sommes? Dans quelle guerre nous sommes? C'est quelle guerre? De complaisance amicale, ou alors ceux qui meurent, le lendemain ils ressuscitent, s'il est mort à Rutshuru, on les retrouve en Bandaka, les jours qui suivent. Voilà, salutations le plus fraternel à tous les amis de la MAT. Salutations le plus fraternel à tous les sympathisants de la MAT. Bienvenue encore une fois de plus dans la MAT officielle. Merci de vous savoir assez nombreux devant vos postes téléviseurs. Merci d'être là au son de ma voix. Merci à tous les amis qui se sont abonnés dans la MAT officielle. Merci pour vos encouragements. Merci beaucoup. Bien-aimés, je crois qu'aujourd'hui encore, nous allons passer un très beau moment de télé, mais seulement une chose, je tiens à préciser, et ne nous tenez pas vraiment rigueur, suite peut-être au désagrément, vous allez constater, parce qu'il fait extrêmement froid aujourd'hui, ici, il fait extrêmement froid, et un peu, voilà, donc les gens y toussent à la gorge, des choses un peu comme ça, mais malgré cela, nous allons nous efforcer enfin de partager tous ensemble avec vous. Merci beaucoup. Merci pour votre compréhension.
Merci à tous les amis de la Mata officielle. Bien aimé, là, vous venez d'écouter M. Bitakwira, qui a toujours parlé de sa grammaire. Voilà. Donc, vous allez comprendre que M. Justin Bitakwira, qui n'a pas sa langue dans sa poche, a parlé. Il a aussi planté son décor. Et voilà la lecture de ce qui se passe en République démocratique du Congo. Vous voyez, si on peut le dire ainsi. Donc, ce que M. Justin Bitakwira vient de dire, c'est aussi sa façon de voir les choses, selon ce qui se passe. Moi, je vous ai dit, ici dans la Mata officielle, que là, ce qui se passe en République démocratique du Congo, tous les politiciens, ils sont au courant de ce qui se passe. Tout, c'est-à-dire que autant qu'ils sont, ils savent ce qui se passe en République démocratique du Congo. Les députés, ils savent ce qui se passe en République démocratique du Congo. À moins que vous soyez le dernier roue de la charrue dans la politique pour ne pas comprendre ce qui se passe. Mais ceux qui sont trempés vraiment, qui sont pleins dans les systèmes, ils comprennent ce qui se passe en République démocratique du Congo, et surtout à ce net moment. Je vous ai parlé ici. Clairement, je vous ai dit, soit nous assistons à un jeu politique, voyez, soit nous assistons à un jeu politique où les politiciens savent, oui, ils savent déjà ce qui va se passer, ce qui se passe, mais pour miroiter, aveugler la population, obligés de nager dans des petits jeux. Vous comprenez? Et pendant ce temps, c'est la population qui paye. C'est la population qui meurt. C'est la population qui est massacrée pour les intérêts égoïstes de certaines personnalités de notre politique. Vous comprenez? Et ce que M. Justin Bitakwira vient de déplacer ici, je l'ai toujours dit ici dans la Mata officielle. Remarquez un peu ce qui vient de se passer entre le président Tshisekedi et puis Kagame. Vous comprenez? Donc là, vous allez essayer un peu de faire une lecture approfondie. Vous allez comprendre que nous assistons soit à, je dis bien, soit à un jeu politique. Parce que le dernier raconte de la tripartite qui n'a pas eu lieu en Angola, vous avez vu comment est-ce que ça suscitait des problèmes, des polémiques et de gauche à droite. La rencontre qui n'a pas eu lieu en Angola, ça suscitait des polémiques de gauche à droite. Et avant même que le président se déplace pour l'Angola, vous avez suivi la vidéo de M. Willy Michiki. M. Willy Michiki a fait une vidéo. Lors de son interview, il a demandé au président Tshisekedi de ne pas s'y rendre du côté de l'Angola. Mais la question qu'il faudrait se poser, qu'est-ce que M. Willy Michiki insinuait déjà? C'est là où je vous parle soit d'un jeu politique, vous comprenez, où nous assistons à un jeu du chat et de la souris. Parce que M. Willy Michiki a fait une sortie médiatique en disant, il a conseillé au président Tshisekedi de ne pas s'y rendre. Il lui dit, je donne un conseil au monsieur le président, comme étant spécialiste des régions du Grand Lac, nanani, nanana. Il dit que le président ne puisse pas se déplacer pour aller en Angola, pour une simple raison. Et M. Willy Michiki a donné des pistes. Il a dit, il y a pas mal de présidents qui sont tombés. Il prend d'abord l'exemple, il dit, vous savez qu'il y a chaque président américain qui quitte avant son départ. Avant de quitter la Maison-Blanche, chaque président africain a pour rôle d'éliminer un président en Afrique. Donc, ça supposait que le plan, il y a un plan peut-être contre le président Tshisekedi au niveau de l'Angola. Ça, c'est ce que M. Willy Michiki a déclaré à la télé. Et le jour J, au lieu que le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi, ne puisse pas se rendre du côté de l'Angola, c'est maintenant le contraire. C'est M. Kagame qui ne se présente pas le jour J. Mais le président Tshisekedi, il est parti quand même. Mais lorsque M. Willy Michiki a parlé, qu'est-ce que cet homme voulait nous dire? Il dit non, il y a pas mal de présidents qui sont tombés dans des moments pareils. Donc je conseille au monsieur le président Tshisekedi de ne pas s'y rendre du côté de l'Angola. Donc on comprend directement qu'il y avait un plan, un projet, soit contre le président Tshisekedi du côté de l'Angola, ou soit
c'était une manière aussi de véhiculer un message, n'est-ce pas, comme quoi il y a un plan contre le président Paul Kagame. Donc, nous assistons à un jeu qui ne dit pas son nom. Parce que lorsque M. Willy Michiki a dit, Willy Michiki parle, il dit que le président Tshisekedi ne se rende pas là-bas. Mais contrairement maintenant, donc c'est maintenant M. Kagame qui ne se rend pas en Angola et le président maintenant part en Angola. Maintenant, qu'est-ce que nous pouvions comprendre dans tout ça? Voyez déjà que nous assistons à un jeu politique. Soit M. Willy Michiki connaissait bien le projet, ce qui s'est passé là-bas. C'est-à-dire que l'un des chefs de l'État, entre M. Paul Kagame ou le président Tshisekedi, l'un d'eux devrait peut-être mourir. Il y a peut-être un jeu. Ou soit le message de Willy Michiki, c'était une manière d'aviser les autorités rwandaises que faites attention, que le déplacement du président Félix Antoine Tshisekedi, c'est pour rendre des comptes indirectement ou systématiquement à votre président. Parce que directement, au lieu que le message de Willy Michiki soit capté par le chef de l'État, Tshisekedi, c'est le Rwanda maintenant, c'est le président Paul Kagame qui a capté, autant pour moi, le message de Willy Michiki. C'est lui qui ne s'est pas rendu là-bas. Donc, nous assistons à une sorte de jeu politique. Vous comprenez? Et M. Bitakwira plante encore les décors. Déjà, lui, il n'a pas la langue dans sa poche. Il dit, nous, on nous parle des conflits. Ça, c'est la chose que les Congolais n'ont jamais compris jusqu'à nos jours. Comment peut-on parler de la guerre entre le Rwanda alors que les frontières n'ont jamais été fermées? Il vous a expliqué en vous disant comment est-ce que le Burundi est en train, du côté de Uvira, de vouloir de jeter un pont. Tout ça dans le but d'éviter toute transaction du côté du Rwanda. Regardez comment est-ce qu'une nation est en train de vouloir s'autodéterminer dans certaines choses. Et pourquoi la RDC ne peut pas faire autant? On nous parle de la guerre, on nous parle des conflits, mais nous n'avons... C'est-à-dire que les frontières... Regardez maintenant les tensions entre M. Paul Kagame et M. Tshisekedi. Mais la question que nous posons, pourquoi est-ce que nos frontières ne sont pas fermées? Pourquoi est-ce que les frontières entre le Rwanda et l'Ouganda ne sont-ils pas fermées? Vous allez dire que non, vous savez, il y en a des gens qui vont là-bas, qui travaillent machin, il y a un échange. Mais attendez, ce ne sont pas les seules frontières au monde. Entre l'Ukraine et la Russie, il y a aussi des frontières. Il y a aussi un échange. Déjà, vous allez vous rendre compte que c'est quasiment le même peuple. Mais à l'heure où nous parlons, les frontières sont fermées entre la Russie et l'Ukraine. Les frontières sont fermées. Mais il n'y a que des frontières de la RDC, soi-disant un pays en guerre, qui ne se ferme jamais contre le Rwanda. Donc, on ne compare rien du tout. Le vol Air Rwandais, l'air avion continue à survoler l'espace aérien du Congo. Donc, nous ne comprenons rien du tout. Et ça, ce sont des déclarations de M. Justin Bitakwira qui a posé les problèmes. Il dit, mais qu'est-ce qui se passe? Voilà, comment dirais-je, la raconte à capoter. Mais qu'est-ce qui nous reste encore? Vous avez tenté des dialogues, vous avez tenté de dialoguer, des sommets, des machins, tout. Qu'est-ce qui reste à la RDC? Qu'est-ce que la RDC doit faire qu'il n'a pas fait? Qu'il n'a pas fait dans le passé et il doit le faire maintenant. Qu'est-ce qui reste à la RDC qu'il n'a pas fait? Nous avons tout fait, toutes sortes de dialogues. Mais il y a une option que la RDC n'a pas encore fait. C'est déclarer officiellement une guerre contre ces soi-disant agresseurs. Laissez-moi parler ainsi. À un moment donné, je vous ai dit, l'histoire va nous donner raison sur certaines choses. Soit ce sont nos politiciens qui sont en train de jouer un jeu politique avec le Rwanda, avec des pays frontaliers, en fait de nous miroiter que nous sommes en guerre. Si nous sommes réellement en guerre, pourquoi ne fermez-vous pas les frontières? Si nous sommes réellement en guerre, pourquoi est-ce que la RDC ne le déclare pas officiellement? C'est ça, c'est de ça que je sache. Donc jusque-là, même la population congolaise s'interroge. Ils n'ont jamais compris cette partie-là. Voilà, toutes les tentatives ont capoté. Toutes les tentatives ont accouché d'une souris. Qu'est-ce qui nous reste encore?
si ce n'est qu'une déclaration de guerre. Nous avons donné l'exemple ici de ce qui se passe au Moyen-Orient. Regardez Israël. Il faut d'abord la guerre. Et c'est après que le monde va s'élever pour chercher à négocier. Aujourd'hui, si l'on cherche les négociations entre la Russie et l'Ukraine, c'est parce qu'il y a la guerre. Il y a les affrontements. Et nous appelons la communauté internationale à intervenir aussi longtemps. Officiellement, nous n'avons pas encore engagé une guerre. La RDC est à un niveau où il doit engager une guerre contre ces agresseurs. C'est alors que la communauté internationale vient les dégâts qui vont se passer si réellement nous sommes à mesure, excusez-moi, d'engager, parce que le président nous a dit à maintes fois que la RDC est à mesure d'attaquer ces agresseurs. Il n'a pas besoin d'aller les attaquer là-bas. Même sur notre sol, la RDC est à mesure. On nous invente tout ça là, comment dirais-je, le montée en puissance de l'armée. Nous ne disons pas faux. Nous sommes contents que l'armée monte en puissance. Mais si nous sommes déjà à mesure, si l'armée monte en puissance, qu'est-ce qui manque à la RDC de déclarer la guerre? Écoutez bien aimé, ce que nous sommes en train de vous dire, c'est que si la RDC ne déclare pas la guerre contre ces agresseurs, bien aimé, nous pouvons crier la communauté internationale, rien ne pourra se faire. Ce n'est qu'après avoir déclaré la guerre contre les agresseurs, et puis ce qui va se passer, c'est alors que la communauté internationale viendra maintenant pour dire que non, cette fois-ci, nous devions trancher ou bien faire la paix, parce que la RDC a compris. Mais même la communauté internationale a compris que la RDC n'est pas à mesure de mener une guerre. La RDC n'est pas à mesure de déclarer officiellement une guerre. Donc le rôle qu'a nos autorités, c'est de nous miroiter, de nous faire croire que nous sommes forts, que tout va bien, mais alors que nous déplorons des morts au jour le jour, les territoires sont récupérés au jour le jour, et la RDC n'arrive pas. Nous pointons du doigt aux agresseurs, mais incapables de déclarer officiellement la guerre. Nous avons dit ceci. Vous déclarez la guerre aujourd'hui, le lendemain, tout va prendre fin. Parce que les Congolais vont se rendre compte. C'est-à-dire que nous, c'est-à-dire ils vont disparaître de la RDC. Ils vont tous se rabattre. Souvenez-vous le jour où Mosé Laurent Désiré Kabila avait déclaré tout. Il a dit, je demande à tous les Rwandais de retourner chez eux. Je demande à tous les militaires rwandais, excusez-moi, qui nous ont accompagnés. Il est temps maintenant que vous puissiez plier bagage. Vous avez vu, et la population était, c'est-à-dire que Mosé Laurent Désiré Kabila, sa force, c'était la population. Il a intériorisé cette mission à la population, et la population s'est accaparée de la chose. Et les Congolais ont rendu des comptes à certaines personnes. Vous comprenez? Et vous avez vu comment est-ce que l'opinion internationale s'est prononcée directement. Parce que les Congolais sont prêts à en découdre avec leurs ennemis. Mais au moment, ils ne comprennent rien dans la classe politique congolaise. Qu'est-ce qui se passe? Monsieur Justin Bitakwira vient de poser les problèmes. Il vient de poser. Moi, je crois que personne qui a toutes ses facultés ne pourra poser un démenti face à ce que M. Justin Bitakwira a évoqué. Parce qu'en réalité, c'est ça la situation de la RDC. En réalité, c'est ça le problème du Congo. On ne comprend plus rien. Et plus loin, vous avez écouté M. Justin Bitakwira qui a dit que Mao Tse-tung, après 109 ans de l'occupation japonaise, Mao Tse-tung est né. Et pour changer des choses, vous avez vu, vous avez entendu ce que M. Justin Bitakwira, ça c'est de l'histoire. M. Mao Tse-tung avait créé une commission d'enquête pour voir ce que la jeunesse y fait. Pas de distraction pour la jeunesse, pas de distraction. Est-ce que vous parlez d'autre chose que la Chine de l'Andama, que le projet pour la Chine? Est-ce que vous parlez d'autre chose? Parce que l'ennemi a pour mission la diversion. La raison pour laquelle je vous ai dit, nous allons parler aux musiciens pour leur dire, rendez la conscience de nos compatriotes, s'il vous plaît. La distraction dans la religion, la distraction, regardez comment est-ce que des musiciens ont conquis maintenant l'Europe. Ils sont revenus
et même des comédiens. La situation est tellement chaotique à la nation. Posez la question à nos comédiens. Pourquoi ne faites-vous pas des pièces pour parler de la situation de la RDC? Donc, ils sont déconnectés. Ils vous ramènent dans un monde à part. Alors que la situation est tellement préoccupante sur le terrain. Vos comédiens vous ramènent dans d'autres choses. Le musicien vous ramène dans d'autres. Ça dit que vous devriez être envahi par la distraction. Ce qui ne vous permettra pas de penser la nation. C'est ça, c'est des sacrifices. La raison pour laquelle M. Mao Tse-tung, comme étant révolutionnaire, avait compris le secret pour désamorcer les plans de l'occupant, il faut s'attaquer d'abord à la distraction. C'est très important. Pour désamorcer le plan, des occupants, vous devriez vous attaquer à ce qui fait la distraction de la jeunesse. Aujourd'hui, c'est quoi la distraction? Vous avez la distraction. Et même ceux qui sont du côté de l'Hexagone, qui habitent dans des pays construits après la Seconde Guerre mondiale, qui connaissent comment est-ce que ces gens-là se sont battus pour leur nation, ils sont toujours dans les... C'est-à-dire qu'ils sont toujours maboules après 30 ans en Europe, 50 ans en Europe. Mais maboule, passionné à la distraction, on ne comprend pas. Qu'est-ce qui se passe? On ne comprend pas ce qui se passe en réalité. Vous comprenez? Et voilà. Alors que la situation va mal. La situation va mal en République démocratique du Congo. Bien-aimés, et merci pour votre participation ici. Nous n'avons même pas présenté c'est en quoi nous allons nous entretenir aujourd'hui, bien-aimés. Nous ne serons pas, nous allons nous efforcer encore ensemble pour respecter toujours l'heure comme d'hab maintenant. Voilà, nous allons vous dire ici comment il y a une information qui nous parvient, parce qu'aujourd'hui, on nous signale qu'aujourd'hui, il y a de violents combats entre l'armée et le M23. Aujourd'hui, au moment où je suis en train de vous parler, il y a, et comment dirais-je, un violent combat entre l'armée et le M23 du côté de Kibumba. Donc, nous allons un peu, comment dirais-je, vous lire un article ici pour comprendre un peu ce qui se passe du côté de Kibumba. Et dans le jour qui arrive, je crois, toujours je vous promets et je réalise, nous allons essayer de mettre la lumière sur ça pour comprendre ce qui s'est passé réellement là-bas. Mais retenez une chose, que du côté de Kibumba, ça fait feu. Voilà, entre l'armée congolaise et puis le M23, où nous signale encore la montée d'un groupe, les Twiranéo, se rapproche un groupe armé. Voilà, c'est toujours un groupe armé parce que je vous ai dit qu'il n'y en a pas que le M23 du côté de l'Est. Il n'y a pas que les FDLR du côté de l'Est. Il n'y a pas que les ADF. Il y a plus de 120 groupes. Il y en a plus. Il y en a même des groupes que nous ne connaissons pas, mais qui opèrent. Il y en a même des groupes qui sont entretenus par des députés. Je vous ai dit ici, ce n'est pas moi qui l'ai dit, mais c'est Joe Biden, Pepe Mosso, Joe Biden, il vous a dit, il a dit aux députés, quittez les groupes rebelles, quittez les groupes armés. Je vous avais dit ici, si nous étions dans une nation vraiment trop sérieuse, messieurs, comment Pepe Mosso serait interpellé, non pour être arrêté, mais pour nous éclairer plus sur ce qu'il avait dit, parce qu'il nous a expliqué que non, les députés doivent quitter les groupes rebelles. Donc, il en sait quelque chose sur ce point-là. Il doit renseigner à la nation. Vous comprenez? Donc là, on nous signale encore un groupe qui tente de s'emparer de l'aérodrome de Minembwe. Excusez-moi. Excusez-moi. Donc, il y a un groupe rebelle qui tente de s'emparer de Minembwe. Nous allons aussi parler de cela. Voilà. Donc, qu'est-ce qu'on nous dit déjà? Voilà, nous allons vous présenter la situation telle que cela se présente déjà du côté de... Nous allons vous présenter déjà la situation telle que cela se présente du côté de l'Est de la République
démocratique du Congo. Voilà. Qu'est-ce qu'on nous dit ici? Concernant le FARDC, Nord Kivu, les FARDC ont repris l'initiative et stoppé la progression du M23 vers le centre de Lubero, selon le gouvernement. Les violents combats se poursuivent dans la province du Nord Kivu entre les forces armées de la République démocratique du Congo, FARDC, FARDC, et les rebelles du M23 soutenus par Kigali. Nous continuons toujours à mentionner Kigali, mais nous sommes incapables de déclarer la guerre contre Kigali. C'est de ça qu'il s'agit. C'est de ça qu'il s'agit. Voilà. Lors de la 28e réunion du Conseil des ministres tenue le vendredi 27 décembre 2024 à Mbujimayi, le vice-premier ministre et ministre de la Défense nationale, Guy Kabombo Mwadianvita, a présenté une note d'information indiquant que l'armée congolaise a repris l'initiative sur le terrain. Au Nord Kivu, spécifiquement dans les territoires de Lubero, les forces armées de la République démocratique du Congo ont stoppé net la progression ennemie vers les centres de Lubero et d'autres localités avant de lancer des contre-offensives bénéficiant d'une excellente coordination des appuis-feu. Ces actions ont permis la neutralisation des opérateurs ennemis, des drones, des destructions des 6 drones kamikazes, ainsi que les reconquêtes des localités de Kasiki, Luanga, Ndoluma et Mambasa. De lourdes pertes en vies humaines ont été enregistrées du côté des agresseurs, rapporte le compte rendu de la réunion. Voilà, le ministre a également dénoncé l'utilisation des populations civiles, notamment d'enfants vulnérables, comme un bouclier humain par les agresseurs en violation flagrante des droits humains et du droit international humanitaire, renforcement de la sécurité en Ituri. Voilà. Donc, vous venez d'écouter ici ce qu'a été et ce qui se passe déjà du côté de l'Est. Donc, on nous signale ici que l'armée congolaise s'est donné encore des moyens, je peux dire, que et la conscience est encore peut-être au zénith pour l'armée congolaise, ce qui est une bonne chose. Vous venez d'ailleurs d'écouter ce que nous venons, la lecture que nous avons fait pour vous. Donc, on nous signale déjà que l'armée congolaise monte déjà en puissance. L'armée congolaise est en train d'avancer, décider de répondre à les opérations, décider d'en découdre avec les ennemis, décider de récupérer les territoires perdus. Donc, nous osons croire que dans les jours qui arrivent, il y aura quand même des bonnes choses, il y aura des bonnes nouvelles, que les territoires que vous connaissez là seront peut-être récupérés et nous les souhaitons aussi. Voilà, d'accord. Donc, ça, c'est un peu la première partie de ce qui se passe du côté de l'Est. Mais nous allons encore vous montrer, vous lire un élément, toujours sur ce qui se passe du côté de l'Est, comme je vous ai présenté. Il s'agit de groupes et Twirwanéo. Je ne sais pas, ça se prononce comment, je ne sais pas si c'est à Kinyarwanda ou comment. Et voilà, donc, et des violents combats qu'on nous signale aujourd'hui du côté de Kibumba. Nous allons aussi parler de ça. Mais avant d'y arriver, suivez d'abord cette intervention du côté de Kasaï. Nous allons aller un peu du côté de Kasaï, voir ce qu'a été, et comment dirais-je, l'intervention du gouverneur aussi. Le Kasaï centre via la situation du Kasaï dans l'ensemble. Il y a eu le ministre, comment dirais-je, Patrick Mouyaya qui était présent. Et je vous laisse d'ailleurs à suivre, puis nous allons revenir pour commenter tous ensemble. Suivons d'abord ça. Suivons cet élément. Attendez. Du budget de la province du Kasaï central et comment faites-vous pour mobiliser ces ressources? Voilà, monsieur le gouverneur. Merci bien. D'abord, je veux apaiser madame. Au Kasaï central, tout est prioritaire. Tout est prioritaire et dans tous les secteurs. À propos des infrastructures, j'ai eu à le dire tout à l'heure, qu'il n'y a encore rien.
Et quand il n'y a encore rien, c'est qu'il faut commencer. Il faut relativiser quand même cette partie, Si, M. le gouverneur, parce que excellent, le ministre de l'État a apporté... Non, laissez-moi parler. C'est à moi de donner la réponse à la question qui m'est posée. Allez-y, s'il vous plaît. Oui. Infrastructures Mais nous sommes en face de vous, vous nous posez chacun des questions. Je vous en prie. Et j'ai la latitude de répondre et de donner des éléments de réponse aux questions qui me sont posées. Je ne peux pas répondre aux questions de son excellence, monsieur le ministre d'État. C'est à moi que vous avez posé la question. Et moi, j'ai dit, ici, tout est prioritaire. Donc, je ne sais même pas faire de priorité. Donc, nous allons un peu mettre arrêt sur image. Vous venez de suivre le ministre Mouyaya a voulu un peu s'interférer dans la situation. La question ne lui a pas été adressée. Madame la journaliste a posé une question précise à monsieur le gouverneur. Et chemin faisant, pendant qu'il était en train de répondre à cette question, vous venez de voir. Nous allons continuer cette vidéo. Mais remarquez une chose, que monsieur Mouyaya tente un peu de récupérer la situation pour enfin établir je ne sais pas moi quoi. Bon, c'est dans ses habitudes. Hein. Il en a même fait. Et il en a toujours l'habitude de le faire, même lorsque le président de la République est face à la presse. Ce qui n'est pas vraiment du tout une bonne chose. Parce que les personnes auxquelles les questions sont adressées, ils sont majeurs. Ils maîtrisent la situation. Je ne crois pas que M. Mouyaya maîtrise mieux la situation du Kasaï que son gouverneur. Si ce monsieur le gouverneur n'est pas compétent, mais pourquoi il est là alors? S'il s'avère que cet homme n'est pas compétent, donc ne le laissez pas travailler, remplacez-le par un autre. Et lorsque vous essayez un peu de regarder, vous allez comprendre que ce monsieur est plus âgé que même Mouyaya. Il est plus âgé que monsieur le ministre Mouyaya. Donc il peut aussi avoir l'expérience. Il sait parler à la foule. Donc c'était pour dire au monsieur le ministre que non, j'ai encore ma tête en place. Je n'ai pas attrapé l'Alzheimer, monsieur. Je peux répondre. Vous ne pouvez pas interférer. Ou soit vouloir dénaturer ma réponse. Parce qu'il a compris que ce monsieur n'avait pas déjà la langue dans sa poche. Donc sur la question concernant les Kasaï, lorsque le gouverneur a pris la parole, donc de l'entrée du jeu, M. Mouyaya a compris que ce monsieur ne pourra que dire toutes les vérités possibles. Il n'y aura pas la diplomatie dans son langage. Et voilà des hommes que la RDC a besoin. Pas de personnes qui viennent pour dire des choses. Après, sur le terrain, nous ne voyons rien. Ça ne sert à rien de miroiter la population, de leur dire que voilà ce que nous faisons. Alors que la même population se rend compte qu'il n'y a rien. À un moment, on se pose la question. Les réalisations dont vous faites allusion, c'est dans le rêve, dans les songes, et donc on ne comprend rien. C'est dans une nation fantôme qu'il y a ces réalisations, ou bien c'est la République démocratique du Congo. Donc même la population est hypnotisée, ils ne comprennent jamais. Parce que souvent nos politiciens ont tendance à dire des choses, où vous posez la question, mais attends, les choses dont il fait allusion ici, où est-ce qu'ils l'ont réalisé? C'est dans un pays imaginaire, ou bien c'est la République démocratique du Congo? Mais d'autant plus que c'est une interview, il s'en fout. Il doit parler pour permettre à la communauté internationale d'écouter. Que vous ne voyez ça ou pas, il s'en fout et perd des balles. Et ici, cet homme est à féliciter. Moi, je crois qu'après son intervention ici, il ne sera pas l'ennemi du pouvoir en place pour avoir dit toutes les vérités possibles. Donc, poursuivons un peu cela. Et nous allons... Parce que tout est prioritaire. Ici, vous avez senti ça, la population a parlé. La population a communié avec le chef de l'État. Et la population a dit, nous voulons la route de Kananga Kalambambouche. La population a dit Zembo, ça veut dire le courant.
La population a dit maï, ça veut dire de l'eau. La population a dit voirie urbaine. J'ai commencé par dire qu'il n'y a pas de voirie ici. Il n'y a pas de voirie parce que nous avons deux offices qui n'existent que de nom. Je le répète et je m'assume. Nous avons l'office de route qui n'a rien et qui ne fait rien. Nous avons l'OVD qui n'a rien et qui ne fait rien. Voilà le tableau macabre de la province de Kasaï central. Je suis gêné, je suis peiné pour me tenir debout. Parce que si je présente le tableau de manière... Mais vous avez parlé du budget. Non, je préfère ne même pas revenir sur le budget. La mobilisation... Oui, mais qu'est-ce que nous ne pouvons pas faire? Qu'est-ce que nous faisons? Là, je préfère ne pas ouvrir le débat. Mais je vous dis tout simplement, madame, qu'ici chez nous, tout est prioritaire. Et qu'ici chez nous, nous sommes une province totalement abandonnée. Laissez. En interpellant les autorités kassaïennes, nous avons parlé du Kasaï. En interpellant le pasteur kassaïen, nous avons parlé du Kasaï. En interpellant le chantre kassaïen, pour leur dire que les Kasaï, c'est vide. Il y a un plan contre les Kasaï. Et dans ce plan-là, les Kassaïens doivent vider. Les Kassaïens doivent quitter ce territoire. Parce que le projet est que on doit remplacer les Kassaïens par un autre peuple. On doit remplacer les Kassaïens par un autre peuple. C'est un plan. Et tout ce dont vous êtes en train de constater là-bas, la famine, comment dirais-je, le manque des infrastructures, et tout ce dont vous êtes en train de voir, ça fait partie du plan. Pour que les Kasaï se vident. Et quand les gens commençaient à quitter Kasaï, moi j'ai dit, mais attendez, j'avais tout prédit. Ce n'était pas une manière de prophétiser, mais c'était une lecture approfondie de la situation. Et il y a 7 ans passés, je fais des vidéos. Je n'avais même pas un peu de matos pour réaliser des vidéos. C'est sur mon téléphone que je réalisais ça, que je parlais des Kasaï. Pendant que personne n'en faisait mention, moi je parlais déjà des Kasaï. Vous disiez, il y a un danger contre les Kasaï et il y a un plan. Nous avons des pasteurs Kasaï qui ont beaucoup d'argent. Pourquoi ne pensez-vous pas? Même pas de forage du côté des Kasaï. Il n'y a pas de supermarché au Kasaï. Il n'y a pas de morgue digne de son nom. Il n'y a pas des hôpitaux dignes de son nom. Les Kasaï, c'est vide. Et tout ce dont vous êtes en train de constater, c'est parmi les plans mis en place pour remplacer les Kassaïens par d'autres peuples. Et le peuple kassaïen eux-mêmes ne se rendent pas compte. Ils sont dans une distraction terrible. Ils ne savent pas. Pourquoi est-ce qu'ils sont en train de vider, de quitter leur territoire, leur terre, pour aller ailleurs? Mais qui vont remplacer derrière le Kassaïen? C'est la partie où ils ne se posent pas les questions. Donc, au lieu de s'élever pour chercher à changer les choses, non. Ils se sont lancés dans une distraction politique. Pendant ce temps, les Kassaï se vident. Parce que le plan a été mis en place pour détruire les Kassaï. C'est le plan de nos ennemis. En connivence avec des Kassaïens, des dignes fils des Kassaï. Parce que posez-vous la question. Pourquoi tout doit être à refaire au Kassaï? Tout est prioritaire selon l'action de... et les déclarations du gouverneur. Non, là, c'est terrible. Où sont donc les Kassaïens? Les hommes politiques, ils sont là. Ils ont fait 6 ans avec le président Tshisekedi. 6 ans. Dans des postes clés, ils ont beaucoup d'argent. Mais regarde l'état du Kasaï. Le gouverneur vous dit tout est à refaire, tout est prioritaire. Il n'y a pas quelque chose, on va dire ça, c'est non. Tout. Donc il n'y a pas une vie du côté des Kasaï. L'état des écoles même, n'en parlons pas. Vous avez vu. Moi, je vous ai dit ici dans la maths, il y en a certaines vidéos que nous ne balançons pas. Parce que c'est une manière de dénigrer encore la nation. Ça fait mal de voir les enfants étudier et écrire à même les sols. Un enfant, on lui apprend à écrire, mais au sol, vous savez, vous allez voir une maîtresse qui prend un morceau de bâton et il écrit, soit un caillou, il écrit au sol. Ce n'est même pas que l'enfant est assis au sol avec un cahier, non. Ce n'est même pas des objets classiques. Il y en a des écoles au Kasaï où les enfants écrivent à même les sols. C'est-à-dire, on vient l'enseigner, mais on écrit au sol. Et ça fait tellement mal. Je ne balance pas souvent des images comme ça. Vous comprenez? Tout est à refaire. Mais posez-vous la question. Tous les caciques kassaïens qui sont là, cramponnés au pouvoir, n'ont-ils pas des moyens d'aider les Kasaï?
Donc les complots contre les Kassai ne revient pas seulement à nos ennemis, mais même les dignes fils du Kassai, les dignitaires du Kassai, sont ennemis du Kassai. On ne sait pas pourquoi. Je ne sais pas. Ont-ils vendu les Kassai ou quoi? Donc au peuple kassaïen, sortez des sensationnels, quittez les sensationnels, choisissez les bons côtés de l'histoire. Les hommes passent, les institutions, ils restent. Les hommes y passent. Choisissez les bons côtés de l'histoire pour défendre votre cause, pour défendre votre terre. Afin que vous ne soyez pas dispersés ou remplacés par d'autres peuples qui vont encore nous apporter malheur. Moi, je crois que tout a été déjà dit. Et le gouverneur a été clair. Il a dit tout est à refaire. Tout est prioritaire au Kassai. Rien à dire. Il ne pouvait que dire la vérité. Parce que les Kassaïens, ils sont là. Il n'a pas besoin de s'attirer la foudre de tous les Kassaïens. C'est lui le gouverneur, il habite au Kassai. Monsieur Patrick Mouyaya va prendre son avion, il va retourner. Et il va laisser monsieur le gouverneur dans le pétrin. Il sera jugé par la population que vous avez eu l'occasion de balancer le message. Vous n'avez rien dit. Vous devriez quitter. Il n'a pas besoin de ça, frère. Il n'a pas besoin de ça, monsieur Mouyaya. C'est un homme à féliciter. C'est un monsieur. C'est un monsieur à féliciter. Donc, c'est de ça qu'il s'agit. Voilà. Donc, je crois que le message, il est passé. Le message est passé plutôt. Donc, on nous présente la situation du côté, comme je vous ai parlé tantôt, de la montée d'un groupe armé qui ont tendance à récupérer, excusez-moi, qui ont tendance à récupérer, autant pour moi, l'aérodrome de Minembwe. Voilà. Donc, qu'est-ce qu'on nous dit là-bas? Qu'est-ce qu'on nous dit là-bas? RDC, le groupe Twirwaneho. Je ne sais pas si c'est Twirwaneho. Un moment, je ne comprends pas. Est-ce qu'en RDC, nous avons des noms comme ça? Un moment, on ne comprend pas. On ne comprend rien du tout. Est-ce qu'en RDC, on a des noms comme ça? Voilà. Le groupe Twirwaneho, Makanika, se rapproche stratégiquement de l'aérodrome de Minembwe selon le gouvernement. C'est un groupe armé. Voilà. Intervenant lors de la 28e réunion du Conseil des ministres tenue le 27 à Mujima, le chef de la province, voilà. Le 20 par ma ministre de la Défense nationale, ancien combattant Guy Kabombo Mwadianvita, a présenté, voilà, un état de lieu de la situation sécuritaire sur les différents fronts opérationnels en République démocratique du Congo, abordant les activités du groupe armé Twirwaneho, dirigé par l'officier déserteur Michel Rukunda, alias Makanika. Un officier déserteur. C'est-à-dire, vous allez comprendre. Un officier déserteur. Donc, comprenez déjà lorsqu'on vous parle que cette armée est infiltrée. Mais est-ce que la question que nous posons, tous ces gens-là qui ont infiltré, parce que pour comprendre, pour dire que l'armée est infiltrée, vous devriez avoir des éléments. C'est-à-dire que nos services de renseignement ont des éléments qui prouvent que l'armée est infiltrée. On ne peut pas dire que l'armée est infiltrée et vous n'avez pas d'éléments. Mais si vous avez des éléments de l'infiltration de l'armée, mais quelles sont des méthodes, des actions que vous avez mises en place pour désamorcer cette infiltration-là, pour mettre hors d'état de nuire? Excusez-moi. C'est le militaire qui nous a infiltrés. Voilà. Michel Rukunda, alias Makanika, est basé dans le haut plateau de Minembwe, dans la province du Sud Kivu. Le ministre a mis en lumière leurs intentions préoccupantes au Sud Kivu. Les forces armées de la République démocratique du Congo mènent des actions contre le groupe armé Twirwaneho Makanika, qui se rapproche de l'aérodrome de Minembwe
avec l'intention d'apprendre le contrôle et de perturber le trafic. Le VPM, ministre de la Défense nationale et des anciens combattants, a réitéré la détermination de nos forces armées à restaurer de la paix et la sécurité sur les fronts opérationnels, rapporte les comptes rendus de la réunion de la porte-parole du gouvernement. La situation dans l'ouest du pays a également été abordée. Le ministre a souligné que l'opération Ngemba reste concentrée sur le triangle Congo central, Kinshasa, Grand Bandundu, visant à traquer les miliciens Mobondo actifs dans la périphérique du territoire de Popo Kabaka. Voilà, le groupe Twiranéo, composé majoritairement des membres de la communauté Banyamulenge. Après, il y a une complicité entre les autorités congolaises, parce que chacun vient trouver son compte dans les chaos. Cela veut dire que pour soit rester longtemps, pour soit continuer nos opérations, il faut qu'il y ait les chaos. Parce que lorsqu'il n'y a plus les chaos, il y aura maintenant une traçabilité. Mais dans les chaos, il n'y a plus de traçabilité. Dans les chaos, chacun fait ce qu'il veut. C'est la gêne. On doit piller des généraux qui sont envoyés au front. Leur but, c'est de chercher des carrés miniers et créer une groupe rebelle engagée là-bas. Les mêmes personnes qui sont envoyées par l'État, par le gouvernement, par l'armée, pour aller combattre, traquer les ennemis. Mais lorsqu'ils arrivent sur place, ils créent certaines poches. Ils deviennent des trafiquants, des commerçants, des coopérants, des généraux qu'on envoie à l'Est, mais qui créent leurs propres poches, des groupes rebelles, pour s'accaparer de certains carrés miniers. Et il est là, comme étant un général envoyé par l'armée congolaise pour défendre la nation. Mais en réalité, ils ont des poches déjà créées. Ils créent leurs propres poches. Dans le but de faire quoi? Dans le but de trafiquer le matière première. C'est de ça qu'il s'agit. Et les mêmes personnes, ils font, c'est-à-dire que profil d'aller attaquer les ennemis. Mais c'est les mêmes personnes qui sont en connivence avec les ennemis. Pourquoi? Parce qu'ils veulent protéger les carrés miniers. C'est de ça qu'il s'agit. L'homme congolais, politicien ou militaire, excusez-moi, l'homme congolais, politicien ou militaire, n'a pas encore transcendé cet esprit de la, comment dirais-je, de la corruption. Il n'y a pas encore dans l'homme congolais cet esprit de penser la patrie, de penser la nation. Non. Là où la nation va mal, ils sont en train de foncer encore les doigts dans le plaid. Soit donnant des prétextes comme s'ils sont en train de traquer les ennemis. Mais en réalité, la plupart, ils sont en connivence. Il y en a des ennemis qui sont connus, qui sont traqués, mais il y en a des ennemis qui ne sont pas connus et qui opèrent. Comme le groupe que je viens de vous lire ici. C'est aujourd'hui que moi j'apprends qu'il y a un groupe comme ça. Mais pourquoi depuis lors ces groupes ne sont pas traqués? Pourquoi n'y a-t-il pas des opérations contre ce genre de groupes? Pourquoi est-ce qu'on nous parle seulement de M23? Parce que c'est l'M23 qui peut-être dérange certains intérêts. Parce que M23, lui maintenant, la mission c'est d'aller renverser le pouvoir. Mais les autres maintenant, pourquoi ne sont-ils pas traqués? Soit ils sont au service de certains politiciens, de certains généraux. La raison pour laquelle ils doivent être protégés. On ne peut pas parler d'eux. Pourquoi? Parce que leur objectif, ce n'est pas renverser le pouvoir, mais, comment dirais-je, protéger les carrés miniers et tirer leurs intérêts. Donc, c'est vraiment triste, c'est vraiment triste. Ah, quand est-ce que les autorités congolaises vont-ils penser les Congos? Donc, vous allez voir qu'il y a plein de groupes rebelles. Il y en a même des groupes que nous ne connaissons pas du nom, qui sont là et qui opèrent. Qui opèrent? Qui opèrent? Voilà. Et comme si cela ne suffisait pas, nous sommes toujours du côté de l'Est à la République démocratique du Congo. Nous allons maintenant voir. Cette fois-ci, nous allons prendre un peu la publication de notre grand frère Kayembe.
parlant des Chinois qui ont été arrêtés du côté des Bukavu. Moi, je vous ai dit ceci. Faites attention avec les Chinois. Je vais revenir encore sur ça prochainement. Attention aux expatriés. Et parmi tous ces expatriés-là, je vous ai donné que le feu rouge, c'est sur les Chinois. Attention aux Chinois. Attention aux Chinois. Regardez cette vidéo. Regardez. Quito, leurs puissants parrains se sont mis en branle, usant des méthodes particulièrement coriaces, allant des menaces au trafic d'influence en passant par la proposition de grosses sommes d'argent pour obtenir coûte que coûte la libération de leurs protégés. Mais jusqu'où? Jusqu'où iront les autorités provinciales qui semblent jusque-là, et ça c'est notable, qui semblent résister jusque-là aux pressions de Kinshasa? Je vous fais le récap de cette rocambolesque affaire qui s'est déroulée le vendredi 20 décembre 2024 à Bukavu dans le Sud Kivu. Parce qu'il y a tout juste 3 jours, derrière ces rideaux, j'alertais sur le siphonnage systématique de nos minéraux à partir de la côte Est. Siphonnage opéré en toute impunité par des expatriés et particulièrement des Chinois. J'ai avancé des chiffres documentés de 50 tonnes d'or qui sortent frauduleusement de notre territoire chaque année. J'ai bien peur que ces chiffres aient été sous-évalués au regard de l'ampleur exponentielle que prend désormais le trafic illicite et la mécanisation sauvage des minéraux dans notre pays. J'ai fait un focus sur le Tanganyika. Et hier, ce sont 17 Chinois et 7 de leurs complices, 6 Congolais et un traducteur burundais qui sont tombés, Dieu merci, dans le filet des services de sécurité au Sud Kivu et présentés aux autorités. Ces individus, sans identité ni permis d'exploitation, opéraient en toute impunité dans la région de Karembo, le long de la rivière Ulindi, dans le territoire de Walungu. Et ça tenait bien depuis plus de 6 ans. Ils ont dévié de rivières, pris en otage toute une forêt, installé un quartier général et même un garage en pleine brousse. Vous n'avez qu'à voir la vétusté de leurs engins pour vous rendre compte du degré de pillage et de l'influence nocive de ces groupes criminels. Et ça, même un ministre provincial n'en revient pas. Et tous les Chinois qu'on a vus là, personne n'avait une identité sur lui. C'est qu'en cours de route, on a commencé à recevoir des coups de fil des autorités et d'autres même prétendants de Kinshasa. Et ces gens-là sont en ordre, qu'on les libère. On nous a même proposé de l'argent. Déjà, les Chinois, ils nous ont proposé de l'argent sur les sites. Ils nous ont même proposé de l'or. On a refusé. Et c'est comme ça qu'on les a amenés jusqu'ici. C'est répugnant. Mais question pour un champion. La pression finira-t-elle par l'emporter? Parce que chez nous, on sait parfois comment ça commence et comment ça finit. Il ne s'agit tout de même pas du premier réseau démantelé. Il y en a eu d'autres, bien avant. Et tout ça pour quelle finalité? Mais une chose est certaine, l'exploitation illicite des minéraux a des graves conséquences sur l'environnement, les communautés locales et l'économie des pays. Elle alimente des réseaux criminels et finance des groupes armés. Un luxe que nous pouvons nous offrir, nous qui sommes dans un pays en instabilité quasi cyclique. Lutter efficacement contre la contrebande et le blanchiment des capitaux, c'est mettre fin, de mon point de vue, au financement des terrorismes. Et ça, je reviendrai. Voilà. Vous venez encore, je dis que nous allons revenir sur, comment dirais-je, cette vidéo prochainement encore. Parce que là, nous allons évoquer avec vous cette histoire de tous ces expatriés vivant en République. Je vous ai dit ici dans la mat, faites attention aux expatriés vivant en République démocratique du Congo, tels que des Chinois, des Libanais, des Indo-Pakistanais. Parce que vous voyez comment est-ce que ces gens-là, c'est-à-dire le traitement qu'ils infligent à la population congolaise. Et la plupart de ces gens-là, ils sont protégés par certaines autorités. Maintenant, en regardant cette vidéo, bien aimé, posons-nous la question. Qui sont les ennemis de la République démocratique du Congo? Posons-nous la question. Sincèrement, qui sont les ennemis de la République démocratique du Congo?
qui sont les ennemis de la République démocratique du Congo. Je vous ai dit ici, faites attention avec des Chinois. Faites attention avec des Chinois. Regardez ce que les Chinois y font en République démocratique. Les Congolais ne peuvent en aucun cas le faire en Chine. Donc ces gens-là arrivent au Congo. Leur plan, ce n'est pas développer le Congo, mais piller systématiquement, expolluer le Congo. Parce qu'ils ont trouvé une faiblesse au Congo. Voilà. La corruption, comment peut-on, le Congo ne pourra en aucun cas être respecté. Comment peut-on être respecté? Aussi longtemps, les autorités, je vous ai dit, ils n'ont pas encore transcendé l'esprit de la corruption. Comment voulez-vous que la nation congolaise soit respectée ailleurs? Comment voulez-vous que les citoyens congolais soient respectés? Donc, à cause des billets des banques, les autorités congolaises préfèrent vilipender les intérêts de la nation au détriment des autres. Après, vous êtes le premier à aller dire que non, voilà, la communauté internationale, machin, ils soutiennent les Rwandais, la France et nanana. Mais regardez des choses comme ça. Et après, vous allez dire que non, voilà, regardez ce que la France y fait, il est contre nous, il soutient. Regardez vous-même ce que vous faites. Si la France est contre vous, il soutient les Rwandais. Mais vous, vous êtes pour qui? Parce qu'en faisant des choses comme ça, vous êtes contre votre propre nation. C'est-à-dire vous montrez en suffisance que vous êtes contre votre propre nation. Donc, à un moment donné, arrêtez de jeter de l'eau propre sur les autres. Alors que vous-même, vous êtes contre votre propre nation en faisant des choses comme ça. Voilà, c'est-à-dire la plupart de ces Chinois-là, bien sûr, ils ont des identités, mais ils ne peuvent pas. Ils vous diront que non, on est sans identité. Ils sont là comme ça. Mais s'ils sont sans identité, comment ont-ils fait pour venir au monde? Et ceux qui prennent leur défense, ce sont les autorités congolaises qui n'ont même pas enquêté pour s'en saisir de l'affaire, dire que non, ces gens-là doivent être traduits en justice. Non. Direct, seulement au téléphone, que laissez ces gens-là, ils sont en jour. Mais vous parlez de qui, messieurs? Quelle est cette nation où l'on traite des opérations aussi sensibles que ce que nous venons de voir au téléphone? Quelle est cette nation-là sérieuse où l'on traite des choses au téléphone? Des choses qui touchent à la sécurité de l'État, des choses qui touchent à l'économie, les choses qui... C'est-à-dire que non, on dit, et voilà, ils sont en ordre, laissez ces gens-là, sans pour autant s'en saisir d'abord du dossier. Après, c'est la même personne qui nous diront que non, on a porté plainte contre Apple. Laissez Apple tranquille, c'est une diversion. Voilà de vraies choses. La même personne qui porte plainte contre la paix, la même personne qui soutient des Chinois illégaux dans les exploitations. La question de leur inégalité peut-être parce qu'ils ne sont pas à jour avec les documents au Congo. Nous savons que c'est un pays hospitalier. Nous les accueillons humblement si seulement si ces gens-là respectaient les règles de la République démocratique du Congo. Mais regardez ce que les Chinois y font. Je vous ai révélé ici que le président burundais, si je m'abuse, en 2015, avant sa mort, il vous a révélé le plan des Chinois. Nous avons fait des vidéos. Il ne pensait pas que les Chinois ils sont au Congo pour développer le Congo. Non, mais ils ont un plan, ils ont un projet. Et nous aussi, nous faisons autant. Nous devrions aller là-bas. Donc, tout est... C'est-à-dire qu'il y a un plan contre la RDC qui ne dit pas son nom. Mais en connivence avec le même fils du pays. Regardez vous-même. Posons-nous la question. Mais c'est quand il m'a posé question pour les champions. Moi, maintenant, je pose encore une autre question pour les champions. Vous venez de suivre la vidéo. Soyez sérieux et répondez. Qui sont réellement les vrais ennemis de la République démocratique du Congo? Est-ce c'est ceux qui nous pillent systématiquement ou bien ceux qui collaborent et qui protègent les pilleurs? Soyez sincères, répondez à la question. Qui sont réellement les vrais ennemis de la République démocratique du Congo? Est-ce ce sont des personnes qui nous pillent ou bien ce sont ceux-là qui collaborent systématiquement avec des gens qui nous pillent? Ça fait la honte. Au téléphone,
excusez-moi, les affaires si sensibles qui touchent à la nation, on les traite au téléphone en disant laissez ces gens-là tranquilles. Et cet homme vient de dire qu'on nous a proposé même de l'argent, et par les Chinois, et par certaines autorités. Et voilà. Voilà la situation du Congo. Voilà le Congo. Après, on va nous en... Et comment dirais-je, nous crier tout au long de la journée, voilà les Rwandais, voilà ceci la France, voilà ceci nanani les Américains, nanani nanana. Mais qu'est-ce que vous faites vous-même de votre nation? Êtes-vous plus sérieux que tout ce monde-là que vous accusez? Loin de là, loin de là. Vous avez vous-même de preuves. Et nous allons revenir sur cette vidéo. Parce que ce que vous avez vu, ce n'est pas encore... C'est-à-dire ça, c'est encore petit. Regardez comment ces gens-là ont réussi à infiltrer le Congo. Je vous ai parlé que l'infiltration au Congo, ce n'est pas seulement les Rwandais qu'on nous a fait comprendre. Non. Même il y en a des expatriés qui sont des infiltrés. Leur plan contre le Congo dépasse même le plan que les Rwandais ont contre le Congo. C'est ce que vous devriez comprendre et ouvrir les yeux. Et pire encore, ces gens-là, ils sont protégés. Et dans la carte, quel est ce Congolais qui ne sait pas que les Chinois, ils sont protégés? Qui est ce Congolais-là qui ne sait pas que les Indiens et les Pakistanais, ils sont protégés? Les Libanais, ils sont protégés. À Kinshasa, qui ne le sait pas? Qui ne connaît pas ça? Qui ne le sait pas? Ils sont protégés d'une manière ou d'une autre. Et ça fait la honte de la République. La honte de la République. Qui ne le sait pas qu'ils sont protégés par l'État, par le pouvoir, c'est-à-dire que par des autorités militaires, politiques. Regardez maintenant l'affaire qui touche à la nation. On règle au téléphone, dit laissez ces gens. Et maintenant, pour masquer l'affaire, parce que si ces gens-là restent sur place, comme l'affaire a déjà capoté, pour maintenant couvrir cette affaire-là, ils organisent maintenant l'expulsion. Est-ce que ces gens-là maîtrisent l'expulsion? Aujourd'hui, là où je suis en train de vous parler, ces gens-là sont expulsés. Or, en réalité, on ne devrait pas expulser ces gens-là. Ils doivent être même condamnés à mort. Et c'est un réseau qui doit être démantelé. On doit remonter la filière pour voir qui est à la tête, qui est cette autorité-là, qui les protège. Voilà la nation d'État sérieuse. Mais regardez comment est-ce que c'est que les Congolais ont fait. Pour miroiter, pour briller les pistes, pour cacher cette affaire. Voilà maintenant, on les expulse. Alors que ce sont des personnes, en réalité, ils doivent faire la prison. Ils doivent être condamnés, même condamnés à mort. Ils doivent passer même 50 ans de prison ou soit condamnés à mort. La RDC n'est pas un stade où il doit blaguer, non. La nation est tellement humiliée, la nation est tellement marginalisée, donc la justice de la RDC ne doit pas donner un cadeau. Quand il s'agit de Koulouna, regardez l'énergie que vous déployez. Merci quand même parce que le message que nous avons lancé contre les Mobondo, vous venez de lire qu'il y a un projet pour les traquer. Nous allons voir ce qui va se passer à la suite des temps. Mais regardez des sujets sensibles comme ça qui touchent à la nation. Voilà, regardez l'énergie que vous déployez pour le Koulouna. Mais voilà les grands bandits qui détruisent. Voilà les infiltrés, des grands bandits du grand schéma qui sont contre le développement du Congo. Ils sont expulsés. Pour leur dire que voilà, comme l'affaire a capoté, allez-y vous reposer en Chine. Ils vont revenir encore. Parce qu'ils connaissent les terrains. Déjà, les Chinois, je vous dis, ils vont revenir. Ils vont revenir sur le système. Ils vont revenir. Ils sont expulsés, mais ils vont revenir. Regardez la vidéo. Regardez la vidéo de leur expulsion. Regardez. Regardez-la. Les gens qui étaient sans papier, les gens qui n'avaient pas d'identité, mais vous allez le voir là avec des passeports dans l'air là. Regardez, ils ont des passeports. Ils ont des passeports. Ça, c'est pour masquer cette affaire. Pour que cette affaire-là n'aille pas plus loin. Pour ne pas démasquer les autorités qui sont derrière ça, qui entretiennent. C'est-à-dire que vous comprenez que ces gens-là, ils sont entretenus par certaines autorités. Ah, Congo. Non, c'est pas possible. Ah, la RDC.
Un pays, je ne sais pas moi si c'est une nation, un pays fantôme, ou bien c'est une nation qui existe bel et bien. On se pose un peu la question. Le Congo est-il un pays fantôme ou bien une nation qui réellement existe? Regardez les gens qu'on a arrêtés à l'est là pour une exploitation illégale, la destruction des nos minéraux, l'exploitation, le pillage en exécution aux décisions de renvoi numéro 227, 228 et 229 du 23 décembre 2024 de M. le directeur général de la Direction générale de l'immigration, Roland Kachanta de Chioza, portant renvoi du territoire national en application de l'ordonnance loi numéro 83/033 du 12 septembre 1983 relative à la police des étrangers, spécialement ses articles 14 et 20, et considérant autres dispositions légales y afférentes. La direction provinciale de la DGM procède ces jours 24 décembre 2024 à la reconduite vers la Chine, leur pays d'origine, via le poste frontalier de Louisizi Premier à Bukavu, les 15 ressortissants chinois coupables de séjours irréguliers en RDC. Parmi eux, 14 de la société. Pourquoi n'as-tu pas stoppé cette action? Ces gens doivent être jugés. D'un délai de 24 heures pour faire recours conformément à la loi. Vous êtes insensés. Si réellement vous travaillez sur les mots, pourquoi expliquez-vous ces gens? Il faut qu'il y ait un procès. Un procès. Voilà un pays où il y en a des diplômés, des procureurs, des magistrats, des juges. Voilà, on attrape des Chinois qui sont en train de détruire la RDC et ils sont expulsés. Il n'y a pas de jugement, il n'y a pas de procès, il n'y a pas de condamnation. Et voilà. Après, on va nous dire que la Grèce, la France est contre nous. Regardez pour nous. Cher peuple africain, cher compris, regardez pour nous ce qui se passe. Les gens là, ils sont expulsés. Et après, ils vont revenir. Est-ce que le Congo sera respecté? Est-ce que le Congo va vraiment être respecté? Ça fait tellement mal. Ça fait tellement mal. Ça fait tellement mal. Parce qu'il y en a des autorités qui les protègent. Le monsieur n'a pas caché, il a tout dit. Pourquoi la justice ne s'en saisit pas pour mettre la lumière sur cette affaire? Qui sont les autorités qui appellent pour les protéger? Et ça fait combien de temps ils sont là? Et vous avez écouté. C'est quasiment tout au long du mandat du chef de l'État qui sont là. Le premier et le deuxième mandat, ces gens-là, ils sont là. Ils sont là, ils opèrent. Tranquillement, ils ramènent leurs engins qui ne sont pas contre eux. Il faut d'ailleurs comment pour ramener leurs engins là-bas? Rien du tout. Un pays passoire. Où quelqu'un se réveille un bon matin, il crée son mouvement. Mais après, on a que la chanson dans la bouche. Rwanda, Nani, la France, machin. Mais vous avez la réponse. Je vous ai dit que les Congolais finiront par comprendre qui sont réellement les ennemis de la République démocratique, qui sont les vrais et les pires ennemis de la nation congolaise. Nous allons les comprendre dans la suite des temps. Qui vivra, verra. Voilà. Nous allons terminer par cet élément. Voilà. Je vous ai signalé ici, là où je suis en train de parler, je vous ai signalé ici qu'il y a de violents combats entre l'armée et les M23. C'est samedi à Kibumba. Voilà. D'intenses combats se déroulent ce samedi 28 décembre entre l'armée et le rebelle à M23 dans les territoires de Niragongo, Nord Kivu. Des habitants des villages de Roussayo, dans le groupement Munja, rapportent des tirs d'armes lourdes et légères qui se font entendre depuis les premières heures de la matinée. Selon les mêmes sources, le M23, soutenu par l'armée rwandaise, a lancé des attaques simultanées contre des positions de groupes armés locaux et des FARDC à Kanyamaoro, groupement Kibumba, à une vingtaine de kilomètres au nord de Goma. Le matin de ce samedi, il y a des affrontements qui opposent le M23 au groupe Wazalendo qui était sur la place
Au niveau de Kanyabaoro, il y a aussi des affrontements qui sont signalés ce matin. Les rebelles du M23 sont allés attaquer un groupe armé qui reste dans cette partie. Notre crainte dans tout cela est que la population civile soit prise pour cible, surtout ici à Roussayo, où certains habitants commencent déjà à fuir, a fait savoir Thierry Gassiro, acteur de la société civile à Niragongo. L'administrateur du territoire de Niragongo, le commissaire supérieur principal Malosa Mboma a confirmé actualité CD. Le combat est appel à la population au calme, exhorte les habitants à laisser les forces armées congolaises à mener leurs opérations sans entrave. La population doit garder son calme et laisser son armée travailler. L'armée est là et la population n'a rien à craindre. Nous avons le devoir de la sécuriser, a-t-il indiqué. Les fronts dans les territoires de Niragongo s'étaient arrêtés à Kibumba depuis plus d'une année après une série d'offensives menées par le M23 depuis Rutshuru, depuis l'armée a érigé une verrou afin de protéger la ville de Goma contre toute menace du M23. Mais vendredi, la rébellion du M23 a menacé d'attaquer Goma et Kavumu, aussi de Kivu, en réponse au bombardement des forces armées congolaises FARDC. Sur leur position, dans un communiqué, le groupe a dénoncé l'utilisation d'hélicoptères et d'avions de combat par les FARDC opérant depuis Goma et Kavumu pour mener des offensives. Ces nouveaux combats près de Goma interviennent alors que les affrontements sont rudes depuis plusieurs jours entre l'armée et le M23. Voilà, entre l'armée et le M23 dans les territoires de Lubero. Voilà, donc on nous présente déjà la situation telle que cela se présente du côté de voilà. D'accord. Donc, on nous présente déjà la situation telle que cela se présente du côté. Donc là, vous venez de comprendre qu'à l'heure où nous sommes en train de parler, le M23 a multiplié ses attaques dans le but de récupérer Goma. Donc, ils sont non loin de Goma. Parce que lorsqu'ils ont mené des expéditions, c'était vers le chemin, c'était à Lubero. Il y avait des intenses combats au niveau de Lubero. Et le M23 s'est dirigé déjà vers la porte de Goma. Et là, vous venez de suivre que les attaques qui sont menées contre les positions de militaires congolaises. Et le but, c'est récupérer Goma. Le but, c'est récupérer Goma. Donc, nous osons croire que l'armée, dans les jours qui arrivent, nous allons apporter une bonne nouvelle à la population congolaise. Comme quoi l'armée a repoussé le M23. Nous osons croire dans les prochains jours que le Goma ne va pas tomber entre le mains des M23. Parce que si Goma tombait entre le mains des M23, ça va changer beaucoup de choses. C'est-à-dire qu'il y aura un grand bouleversement, je vous dis. Que ce soit sur le plan politique et sur le plan militaire. Bon, il y aura, je dis bien, il y aura des bouleversements. Des bouleversements. La plupart des personnes qui sont là avec le président Félix-Antoine Tshisekedi, je vous ai dit, vous allez comprendre leur visage. Et le président finira par comprendre certaines personnes qui l'entourent dans les jours qui arrivent. Mais souhaitons que l'armée congolaise soit à la hauteur et récupère cette partie et repousse encore à plus loin les ennemis. Tel que je vous ai dit ici, que l'armée a décidé de répondre à des opérations, de mener des opérations fortes dans le but de répondre à des territoires.
Nous osons croire que Goma ne va pas tomber et l'armée congolaise va enfin repousser la M23, va enfin sécuriser cette partie ainsi que la population, car c'est de ça qu'il s'agit. Et prochainement, nous serons là toujours pour vous annoncer. Voilà, voilà. Donc, c'est ici que nous allons mettre un point final. Merci à tous ceux-là qui nous ont suivis. Déjà, je tiens à m'excuser pour ce désagrément. Je vous ai dit qu'il faisait tellement froid. Nous sommes dérangés par la gorge. Il y a la toux, il y a plein de trucs. Mais malgré ça, nous nous sommes efforcés pour enfin passer le message. Vous voyez, donc, vraiment, ne nous tenez pas rigueur, je vous en prie. Merci pour votre participation. Merci pour votre collaboration. Merci de partager la mat. Merci de vous abonner si massivement. Et à nous revoir prochainement et au prochain numéro, toujours ici dans la mat officielle. Merci beaucoup. Amen.